Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Sandra Lou. Bonjour Sandra. Salut, tu vas bien? Oui. Alors, on se tutoie? Ah oui, du coup, je suis partie sur le tutoiement direct. Allez, on y va. Tu es comédienne, animatrice. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on t'a découvert en tant que Miss à la fin des années 90. Et tu as même participé au concours de Miss Monde, représenter la France à Miss Monde en 99. Ouais, c'est un truc de dingue. Hein. C'est le comité opposé, celui de Madame de Fontenay. Je me suis retrouvée là-dedans par hasard et puis embarquée dans la même eau du bain, si tu veux, sur le concours de Miss Monde. C'était vachement cool, on était 94, donc belle expérience. Tu n'as pas honte qu'on te reparle de ça? Pas du tout. J'assume tout ce que j'ai fait. On n'a pas sorti un dossier? Non, ça va, aucun dossier. Et en plus de ça, je suis très contente parce que ça m'a aidé. Alors, peut-être qu'on pourra en parler pendant des heures, mais ça m'a aidé à être moins timide et à m'assumer en tant que femme. Et c'est là toute la nuance avec les personnes qui sont un peu féministes et qui disent que c'est pas bien pour la position de la femme. Moi, je suis pas d'accord parce que ça m'a réellement beaucoup aidée. Et après, on t'a surtout vu toutes ces années en télévision en tant qu'animatrice. Et tu t'es également reconvertie dans le média training. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, depuis à peu près 5-6 ans. Donc j'ai décidé de lever le pied un peu sur la télé. Ça faisait 20 ans que je faisais de l'antenne. J'ai fini sur TF1 avec l'after de Danser avec les stars. Et j'ai senti comme un moment de flottement où je me suis dit, je ne me reconnais pas là-dedans, j'apprends plus rien, plus aucun challenge. Et je crois que ça me frustrait beaucoup. Et j'ai commencé à développer d'autres choses à côté. Donc j'ai fait des bouquins, j'ai fait du doublage, du podcast, parce que ça c'est cool. Et je suis arrivée très naturellement aussi au média training, d'abord dans des écoles de communication et de journalisme, et puis de fil en aiguille, maintenant j'aide pas mal de grands CEO de boîtes, que ce soit pour, je vais pas dire les noms, mais bon, des grandes boîtes. Bon, vas-y. Donc non, mais ça peut passer de Bouygues, Dior, Printemps, etc. Et je coach tous ces gens-là et ça me fait vraiment plaisir parce que ça marche bien, je suis épanouie. D'autres projets? Toujours des projets. Moi, mon projet principal, je t'avouerai, c'est d'être la plus épanouie possible dans mon travail. Donc, si c'est dans le média training, ce sera le média training. Si à un moment donné, je me lasse du média training, que je veux reprendre justement l'animation, j'y reviendrai. J'ai pas de souci à alterner à partir du moment où ça reste dans la communication et les médias. De toute façon, là, on va faire un petit retour dans le passé, si tu es d'accord, un flashback pour savoir un peu quel élève tu étais. Oula. Justement, tu étais assidue, rêveuse, bavarde? J'étais très scolaire. Ah, très scolaire. Ah ouais. Tu étais la bonne élève. Ah, de fou, de fou. En plus, ma mère m'habillait avec des petites jupes plissées à l'époque. J'avais ma petite chemise blanche. C'était un enfer d'ailleurs au collège parce que j'étais la seule habillée comme ça. Et jusqu'en 4e, j'étais un peu l'alien de service parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Mon premier jean, je l'ai eu à 14 ans. Ah oui, t'imagines le truc? Ah oui. Donc moi, imagine cette étudiante, donc cette petite élève. Toujours en jupe ou en robe? Ah, toujours. Ma mère m'habillait comme ça. Et puis donc, elle avait une fille, quoi. Petite fille modèle qui travaillait très bien à l'école. Et je me suis un peu rebellée. J'ai demandé un jean. T'imagines la rébellion? Folie. Et derrière ça, en ayant demandé mon jean, ça a un peu transformé les choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à me lâcher un petit peu et j'ai été un peu moins bonne élève. Alors j'étais toujours très scolaire, mais un peu moins bonne élève à partir de la 4e. Oui, donc ça veut dire que toute ta petite enfance et ton enfance, tu es une très bonne élève. Tu es la première de la classe. Ah, j'étais la 2e. J'étais au coude à coude avec ma meilleure amie. C'était terrible. Avec ta meilleure amie en plus. Ouais. Amie avec l'autre intégré de la classe. Ouais, mais c'était cool. On se battait de temps en temps. Est-ce que tu as une anecdote particulière qui te vient? Une anecdote d'ailleurs. T'inquiète. Alors par rapport à mon côté très scolaire ou à l'école en général? Écoute-moi, à l'école, la seule chose qui m'a dérangée, c'est pour ça aussi que je fais du média training aujourd'hui, c'est que j'ai terriblement souffert de la prise de parole justement devant tout le monde. Quand on me disait, parce que j'étais très bonne élève, mais par exemple je ne participais pas. T'étais Quand on me timide? disait, Sandra, vas-y, parle devant la classe ou expose quelque chose, je me sentais pas légitime et du coup je foirais tous mes oraux. Vraiment, à chaque fois que je prenais la parole, je foirais. Et ça m'énervait parce que je me disais, mais je connais la réponse, mais je ne sais pas comment faire pour mettre en forme tout ça et pour que ce soit sympa. Et je pense que c'est resté tellement ancré en moi que, tu vois, c'est devenu plus tard, après plus de 20 ans, un désir, tu vois, de transformer les choses en devenant coach en média training, tu vois. C'est lié. Et tu parlais de ta maman tout à l'heure. Oui. Quel parent, donc elle était assez, enfin elle voulait que tu sois parfaite. Ton papa, quel rôle avaient tes parents dans mes parents étaient divorcés, mais ma mère s'est vachement occupée de moi là-dessus, tu vois. Et alors c'était quelqu'un qui voulait que je réussisse, ça c'est sûr. Elle voulait que je m'en sorte bien, elle me poussait dans les études. Tu étais enfant unique?
Non, j'ai une petite sœur aussi qui a 4 ans moins que moi, mais qui elle était dyslexique, donc beaucoup plus de problèmes, tu vois. Et j'ai vu la différence entre la facilité de quelqu'un qui retient bien les choses, que j'ai une très bonne mémoire. Donc je retenais vraiment beaucoup les choses et je voyais que ma sœur galérait, tu vois. Et ça aussi, c'était, c'est cool de le vivre, mais au moins tu sais que dans la vie des enfants, tout ne se passe pas forcément, même quand tu as 2 enfants et que c'est tes enfants à toi, tu peux pas forcément avoir un enfant qui va cartonner d'un côté et l'autre qui va faire exactement la même chose. 2 personnalités différentes, 2 façons d'apprendre, etc. différentes. Et moi, ma mère a été quelqu'un qui voulait qu'on fasse le meilleur, qu'on soit dans le meilleur, mais qui nous imposait pas d'être l'élite. Donc moi, si je me plantais, c'est pas grave. Tu vois, j'avais le droit d'avoir des 4 en maths. C'est plus tard, parce que... Oui. On va dire que toute l'école primaire, en tout cas, tu étais numéro 2. Ah ouais, très bonne élève. Et du coup, ton papa était moins présent? Ouais, mes parents, ils sont divorcés, j'avais 1 an. Mon père vivait en Belgique. Toi, tu as grandi dans le nord de la France? Dans le nord de la France, exactement. Moi, je suis de Calais. Et non, mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu, ce qui fait qu'il n'a pas suivi vraiment ma scolarité, un peu de loin. Il savait que j'étais bonne élève et je pense que ça devait lui faire plaisir. Mais vraiment, celle qui était à la maison et qui faisait les devoirs avec moi, c'était ma mère. En plus, tu faisais les devoirs avec ta maman. Tu as l'impression que ton papa, il t'a manqué dans cette scolarité? Oui, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un père qui soit présent à un moment donné, même pour recadrer quand il faut. Et puis, c'est peut-être cliché ce que je vais dire, mais moi, je me souviens que quand j'ai commencé à galérer en maths, ma mère a été obligée de me prendre un prof de maths à la maison qui venait me faire des cours particuliers, parce que normalement, c'est le papa qui est là et qui dit « Ouais, mais t'inquiète pas, je vais gérer les maths avec la petite » ou je sais pas. Bon, comme là, il n'y en avait pas, elle ne pouvait pas le faire, parce qu'elle n'était pas visiblement très bonne en maths. Donc on est passé par la case cours à la maison, quoi. Ça, c'est plutôt agréable. Ouais, mais j'ai pas gardé un bon souvenir du prof. C'est le prof qui n'était pas sympathique? Ah putain, pardon, mais non, c'était pas possible. Il était très chiant. Il faisait partie de ces clichés du prof de maths, presque comme celui de SVT, tu sais, un peu vieux, qui pue un peu du bec, tu vois, ce genre de choses. J'ai pas aimé. Tu pues du bec, donc. Je me souviens pas de son nom, désolée. Parce que moi, j'avais eu une prof de maths, j'avais bien aimé. C'est vrai, elle était sympa. Tu vois, comme quoi, ça dépend. Hein. Un souvenir d'écolière précis. Triste, drôle, ou même clé. Tellement appel au souvenir. Alors, on est plutôt sur la primaire toujours, ou est-ce qu'on peut non, toute la scolarité. Alors, la scolarité, collège, dans ces cas-là, j'ai un bon souvenir du collège, justement. J'étais dans une zone ZUP. En fait, à cette époque-là, donc tu sais, tu avais un peu de tout, la mixité était bien présente. Et moi, je rappelle que j'étais donc la petite fille modèle qui n'avait pas de jean. Donc j'ai eu de gros soucis avec ça, notamment avec certains élèves qui s'amusaient, quand on était dans les rangs, à abaisser ma jupe devant tout le monde. Et je me retrouvais très régulièrement le cul à l'air, hein, clairement, avec mon collant. Et donc forcément, quand tu as 14 ans et que tu essayes de trouver ton identité, c'est compliqué. Donc en fait, pendant 1 an, je me suis laissée faire parce que pas beaucoup de tempérament à ce moment-là. Et puis un jour, on n'a pas compris pourquoi, je me suis retrouvée chez le proviseur parce que je me suis battue dans la cour à coups de poing avec le mec qui faisait ça tout le temps. C'est-à-dire que je l'ai vu arriver, j'ai vu qu'il allait tirer ma jupe vers le bas et je me suis jetée sur lui parce que je le dépassais de quasiment 2 têtes. Tu sais bien que quand tu commences à grandir à l'adolescence, les filles, nous, on est des espèces de tiges et lui était resté très petit. Et je me suis battue pour la première fois de ma vie et avec un garçon. En 4e. Et t'as gagné? J'ai gagné, mais c'est surtout que derrière ça, tu sais ce que j'ai gagné? Le respect. Derrière, avec une bagarre, belle leçon, tiens. Ah, mais moi, on m'a plus jamais emmerdée, c'était génial. Battez-vous. Non, mais j'ai mis des jeans après, t'as bien compris. Non, mais j'ai pu être respectée. Et si tu veux, à partir de ce moment, moi, dans ma tête, ça a déclenché quand même des choses. C'était, mais j'ai le droit, en fait, à un moment donné, de dire stop. Donc, rappelons-le aux femmes, on a le droit de dire stop quand c'est pas normal. Voilà. Donc après cette bagarre, tu as porté des jeans. Porté des jeans tout le temps. Ça a été un argument? Oui, notamment. Mais ma mère l'a compris par la suite. Elle ne se rendait pas compte, en fait, que c'était le côté petite fille modèle, tu sais, la petite jupe plissée, comme je te disais, avec le chemisier blanc. Non. Une de tes passions dans ta jeunesse, c'est la musique. Oui. Tu as même monté un groupe. Ouais. Dis donc bien renseigné. Ouais. Tu joues du piano. Et avec le groupe, c'était Eternal Destiny. Oh oui, putain, ce nom. Ouais. En fait, à l'époque, il y avait les Spice Girls. J'étais à fond derrière les filles. Ouais. Je voulais absolument un groupe de filles, sauf qu'on ne faisait pas du tout le même genre de musique. C'était très français, c'était avec beaucoup d'erreurs, mais j'étais contente parce que je composais tout. Donc j'avais tous les mercredis et tous les samedis, on se retrouvait dans le garage de ma grand-mère et j'avais composé toute la semaine des chansons. Et je disais à mes copines, alors voilà, toi sur la partie piano, ce sera ça avec moi, sur la partie basse, tu feras ça,
la guitare, ce sera ça. Et tout était fait sur le synthé, tu vois. Mais derrière, elle devait reproduire les choses. Et j'étais déjà très dirigiste. J'allais dire, oui. Ça avait l'air d'être le chef. Oui, leader. Alors, tu fais ça, tu fais ça. Mais c'était génial. T'étais la chanteuse, d'ailleurs, du coup. Oui, alors j'étais la chanteuse. Et puis, comme je faisais la tout... star. Ouais, alors, je me suis jamais vue comme ça. Mais effectivement, aussi jeune que j'étais, j'avais besoin de lumière. Voilà, c'est ça. Mais ça, je l'ai pas compris tout de suite, tu vois. C'est avec le temps que je me suis dit, mais en fait, même quand tu avais 14 ans, tu étais déjà... parce que j'avais mon groupe et on jouait partout, tu vois. Même au collège. Je jouais dans mon collège. On faisait des petits concerts. Mais où dans le collège? À quelle occasion? À la cantine. Quoi? Au réfectoire. Ouais, j'avais le droit de faire des petits concerts. Mais c'était autorisé par la direction? Écoute, oui. Alors, justement, mon proviseur, qui donc m'avait engueulé quand j'ai tapé le jeune homme, derrière m'a dit, écoute, comme tu fais de la musique, si tu as envie d'en faire, tu peux le faire de temps en temps. Donc, aller 1 à 2 fois par an, on faisait un petit concert à Noël et en fin d'année. Et c'était bien reçu? Voilà quoi. Non, parce qu'il faut y aller, il faut être courageuse. Surtout que tu disais être timide. Donc, c'est pour ça, moi, je suis pleine d'ambiguïté comme ça, et de paradoxes plutôt. Et oui, j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est vrai que là, sur la musique au collège, quand tu sais que tu as des gens qui te regardent un peu étrangement, que tu vas te mettre en avant, donc encore plus te regarder étrangement, mais j'y allais quand même. C'était peut-être un défi pour moi. Je pense que c'était un challenge. Ouais. Donc, animatrice, comédienne. Est-ce que enfant, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Quand tu te projetais adulte, qu'est-ce que tu te voyais faire? Ouais, je voulais être orthophoniste. Ah oui. Rien à voir. Par rapport à ta sœur que tu as vu galérer? Bien vu. J'ai vu tellement ma sœur souffrir que je me suis dit, quand je voyais l'orthophoniste qui l'aidait et qui lui apportait énormément, à un moment donné, quand j'ai cherché mon orientation, je me suis dit, ok, mais ça serait super pour moi. Et j'étais partie pour le faire. Hein. Vraiment, j'avais passé mon concours que j'ai raté à très peu de place, mais je l'ai raté. Et donc, je suis partie en psychologie à la place, le temps de combler, si tu veux, l'année de manque avant de repasser mon concours. Et entre-temps, je me suis fait happer par le milieu de la télé et on m'a fait passer le casting de la première série que j'ai faite. Et après, je n'ai plus jamais... C'était quoi la première série? Le groupe. D'accord. En France 2. Et du coup, je n'ai jamais pu continuer mes études. Et j'ai fait que de la télé depuis 20 ans. Donc, tu sais, c'est bizarre parce que c'est quand même un métier que j'avais envie de faire pour de vrai. Tu sais, souvent, tu ne sais pas ce que tu veux faire quand tu es petit. Mais là, c'était bien réfléchi dans ta tête. Et là, je savais. Moi, je voulais faire comme la nana qui avait aidé ma sœur. Ouais. Mais du coup, c'est, on va dire, une vocation qui t'est venue dès que tu as vu ta sœur aller chez l'orthophoniste ou plus tard, au moment où tu as passé ton bac, etc. Non, j'ai commencé à comprendre que c'était un chouette métier quand ma sœur a commencé à y aller. Donc je devais avoir justement entre 14 et 15 ans. Et puis après, arrivé au bac, je me suis dit... Oui, c'était assez clair. Puis je détestais les maths, donc comme ça, c'était réglé. Il n'y avait pas de maths, tu t'étais renseignée, c'était bon? Non, il n'y en avait pas. Tu as quand même obtenu un BTS? Alors, j'ai fait un bac littéraire, d'abord. Moi, j'ai fait un truc qu'il fallait surtout pas faire. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai misé tout mon bac sur une matière, la philo, qui était coefficient 7. Je n'ai rien, quand je te dis que je n'ai rien révisé du tout, ni de l'anglais, ni de l'histoire géo et du reste, surtout des maths. On a compris les maths. Hein. Mais oui, je suis désolée, j'aime pas les chiffres. Mais je me suis retrouvée à tout miser sur ça et j'ai eu 18. Une chance quand même, mais monumentale. Énorme, philo, 18 x 7, coef 7, c'était génial. Mais sinon, du coup, je ça te fait un bac avec une mention, non? Non, même pas, parce que comme j'ai un peu foiré derrière les autres matières que je n'ai pas révisées, j'avais juste une moyenne, tu vois, sur tout le reste. Donc j'ai eu le bac pile poil. Je devais être à 12, je crois, mais point. Basta. Mais mince, ta question. Du coup, pourquoi tu fais le BTS si tu veux faire orthophoniste? Alors, j'ai fait ça en plus entre les Miss. Quand j'ai fait les Miss, on m'a proposé de faire ça chez Pigier. Et j'ai commencé ce BTS et en fait, j'ai pas aimé. Donc en fait, je suis partie direct après pour faire orthophoniste et j'ai fait mes 2 années de psycho derrière. Oui, donc à ce moment-là, tu cherchais encore quand même... Oui, parce que quand j'ai fait les Miss, justement, on m'a proposé de faire une orientation chez Pigier en me disant ce sera formidable. C'est l'organisation donc parallèle à Geneviève de Fontenay qui te propose de faire ça? Oui, mais je les ai suivis. Mais comment ça se fait? Je sais. Mais ils drivent votre vie carrément? Parce qu'ils voulaient que je fasse de la communication derrière. Je pense qu'ils voulaient déjà peut-être me réutiliser, tu sais, comme on le ferait aujourd'hui. Le groupe de Pigier, tu veux dire? Oui. C'est comme le groupe Media School aujourd'hui qui te forme pour la communication. C'est un groupe d'écoles, de campus qui ont été créés en France, mais indépendants, privés. Mais à quel moment ils décident de ce que tu vas faire? Toi, c'est quand tu as déjà gagné? Ah oui, moi j'avais déjà gagné, j'avais déjà fait mon année avec eux, ils me connaissaient, ils me disaient mais t'es bonne en communication, il faut que tu fasses des choses. Et puis moi, je voulais toujours être orthophoniste. Donc j'ai quand même tenté, tu vois, mais j'ai fait 6 mois.
Et puis, je me suis dit, j'arrête. Pour leur faire plaisir, en fait. Pour tester, parce que j'aime bien tester. Tu te dis, s'ils pensent que je suis bien dans cette voie-là... Oui, je les ai crus. Bah, ils ne se sont pas trompés, quoi, que la communication, c'était fait pour moi, mais pas là, pas à cet instant-là. Donc, après, il y a eu la comédie, finalement, c'est ça. Et puis, après, la télévision, quoi. Oui, c'est ça. Et là, ils ont pas essayé de revenir vers toi? Non, ça va. Personne ne m'a plus jamais recontactée. Quand il y a eu des anniversaires, tu sais, pour les 10 ans de Miss, je sais plus quoi, machin, on m'a appelée. On m'a dit, est-ce que tu veux venir? J'ai refusé. Donc, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce comité. Je ne sais même pas ce qu'il devient, à vrai dire. Je suis, par contre, toujours les élections de Miss France, mais... avec Sophie Tellier. Et j'aime beaucoup... Sylvie Tellier, j'ai dit Sophie. C'était pas la seule à faire ça. Sylvie, pardon. En plus, je la connais bien, la pauvre. Donc non, j'ai pas voulu, si tu veux, partir sur un autre comité et me renseigner là-dessus. Maintenant, si tu le veux bien, on se penche sur l'école d'aujourd'hui. Ah, faisons ça. T'as une petite fille? Oui. Elle a quel âge? 13 ans. Ah oui, donc... Grande fille, grande voilà. amie. École privée, publique? Publique. Quelle maman tu es avec elle par rapport à l'éducation? Quelle éducation tu lui donnes? Je suis très cool, je crois, avec elle, vraiment. Je lui fais énormément confiance. Je suis quand même derrière elle. Tu vois, je gère les devoirs avec elle, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'elle est très facile. C'est une très bonne élève. C'est une bonne élève, comme toi qui étais alors? Bah oui. Elle est en 5e, elle a 17,5 de moyenne, ce qui est plutôt bien. Ah oui, c'est très très bien, ouais. Donc, je suis très fière d'elle parce que c'est vraiment une gamine qui est très, très, très facile. Elle a le droit de mettre des jeans? Alors, mais justement, alors là, elle met tout ce qu'elle veut. Des jeans, des croc-tops. Je lui dis, OK, fais juste attention. Ah, les crop-tops, c'est vrai que c'est la mode, là. Elle est à fond, tu vois. Donc, moi, je la laisse gérer. Je lui ai simplement dit, du moment que tu continues d'être une bonne élève et de ne pas avoir de problème à l'école, tu vois. On discute beaucoup, on est beaucoup dans la communication, comme tu t'en doutes, parce que j'évite qu'elle ait des soucis, tu vois. J'aimerais pas savoir que, en fait, ça se passe mal à l'école et que des élèves soient méchants avec elle. Est-ce que tu trouves que l'école donc, de ta fille a évolué par rapport à l'école que tu as connue? J'ai l'impression, mais en plus, moi, j'ai été, donc tu l'as dit, hein, moi, j'étais dans le nord de la France, ma fille est sur Paris, on est dans le 10e. Ouais. C'est très différent. Je le vois dans son rythme, je le vois même dans l'entourage. C'est pas du tout la même chose. Et les méthodes sont différentes, parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, je sais pas si tu te souviens, mais on nous écrivait des trucs dans le carnet, on avait les professeurs qui convoquaient les parents. Maintenant, tout est sur PCN, enfin, les espèces d'applis, tu vois, pour les parents et les enfants. Ils ont les notes en temps réel, ce qui est bien et pas bien en même temps. On ne peut plus cacher les mauvaises notes. Ah non, on peut plus. Mais en même temps, elle les cache pas pour moi. Bah ouais. Mais je me dis que si tu es un élève qui travaille mal, tu dois avoir les boules, quoi. Tu vois, parce que ça apparaît forcément. Ouais. Et quel est le changement vraiment notable? Donc il y a plus de numérique, entre guillemets. Ouais, le numérique a vraiment pris sa place. J'ai pas l'impression, enfin, c'est peut-être un mauvais regard que j'ai là-dessus, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui est beau. C'est pas tant évolué que ça. Non. Et d'ailleurs, je trouve ça triste sur certains points. Et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais ma fille, heureusement, je suis sa mère, mais elle n'a pas de cours de média training, enfin de prise de parole en public non plus, ou de théâtre. Tu vois, elle en fait très très peu. Alors après, je pense que ça dépend peut-être aussi des écoles. Oui, bah, clairement. Moi, de toute façon, je le dis tout le temps, mais oui, ça manque clairement chez les élèves. Ouais. Donc l'école de demain, il faudrait que ça intègre vraiment la prise de parole en public, vraiment, mais pour tout le monde, vraiment. Parce qu'en fait, à l'écrit, on en parlait, il y en a qui vont être dysorthographiques, dyslexiques, qui vont pas être bons à l'écrit, mais à l'oral, ils vont tellement cartonner, ça va être des orateurs nés, etc. Il faut leur donner cette chance. Donc, ce serait des cours de prise de parole? Oui. Ça s'appellerait comme ça? Ce serait très bien. Donc, quelle autre l'école pour vous, l'école du futur, pour toi? Donc, il y aurait les cours de prise de parole et quoi d'autre? Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'art, en général. Donc, à partir du moment où il y a moyen d'exprimer ce qu'on est, ses sentiments, d'une manière ou d'une autre dans l'art, donc la danse, ça peut être du slam pour certains, l'écriture, il y a des nouveaux poètes maintenant qui émergent chez les jeunes. Moi, je me dis que c'est super, mais il faut laisser la place à ça un peu plus. On a tendance à avoir un petit peu gommé ça. Encore une fois, certaines écoles le proposent, mais pas toutes. Et je pense qu'il faut s'exprimer... Emmanuel Macron parlait dans son débat de remettre au goût du jour le sport tous les jours.
Parce Ouais. qu'il faut exulter, parce qu'on a besoin d'évacuer. Mais fait des l'art grosses permet journées, oui. d'évacuer aussi. Donc la peinture, le dessin, ce que tu veux. Mais je pense qu'il faudrait rajouter ce temps-là un petit peu au cursus des enfants. Tu as dénoncé un petit peu la place de la femme à la télévision. On dit que la télévision est une représentation de la société. Est-ce qu'il y a aussi, c'est ça qu'il faudrait faire évoluer dans l'école de demain, l'égalité dans les rapports hommes-femmes? Et comment le faire surtout? Ça a toujours été un problème, je pense. Ça évolue. On ne peut pas dire que ça n'évolue pas, parce que heureusement, ça bouge un peu. Les lignes bougent. Maintenant, de mon point de vue et de ce que j'ai vécu et de ce que je vois encore, on est encore très très loin d'avoir réussi. Mais comment faire avancer les choses alors? Compliqué. Est-ce que peut-être un jour ce serait bien d'avoir à la tête de l'éducation nationale une femme peut-être, Ouais. pour que ça puisse bouger les lignes, en tout cas au niveau de la scolarité? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on ait des femmes de caractère sur les prochaines décennies. Ouais. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Sandra d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.